Donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur la transformation digitale. La digitalisation dans notre société est une réalité depuis bien longtemps. En 2020, ce phénomène s'est fortement accéléré, notamment avec la crise sanitaire du Covid-19. Entreprises, services publics, centres de formation, ressources humaines, employés, on a dû tous nous adapter, faire preuve de flexibilité pour faire face à de nouveaux repères où le numérique est devenu roi. Et c'est un tout nouveau contexte qui s'offre à nous. Celui-ci, il impose une réflexion pour anticiper les enjeux sociétaux et digitaux qui ont déjà fortement impacté les entreprises en Belgique. Dans ce webinaire, nous allons faire le point sur les enjeux et l'impact de la transformation digitale dans son ensemble. Pour ce faire, nous avons 4 experts avec nous aujourd'hui et nous sommes ravis de les accueillir. Donc, Jeroen Fransen, Senior Expert Talent, Labour Market and Organization chez Agoria. Jean-Baptiste Deboc, Managing Director de Of Course Events et CEO de DiscoVR. Julien Blaise, Managing Director de As You Go Consulting. Et Jessica Lyon, Head of Flora Insurance. Avant de rentrer et de laisser la parole à nos 4 intervenants, on va faire un rapide tour des fonctionnalités qui vous seront utiles pendant le séminaire. Donc, à droite de votre écran, dans le panneau latéral, vous avez 2 onglets. Un onglet chat et un onglet questions. L'onglet chat peut être utilisé pour dire bonjour ou laisser un petit commentaire. Et l'onglet questions, il sera utile pour, bien évidemment, poser des questions pendant ce webinaire. Pour ceux qui sont intéressés par l'une des questions posées, vous pouvez voter pour celle-ci sur le bouton « Vote » qui est à gauche de la question déjà posée. Ça permettra de ne pas avoir de doublons. Et pour votre information, une séance de questions-réponses est prévue à la fin du webinaire. Et si vous avez 1 ou 2 questions, on verra après chaque intervenant si on peut les laisser passer. Donc, bienvenue à tout le monde. J'espère que tout a été clair et je propose de commencer ce webinaire en laissant la parole à Jeroen Fransen. Bonjour à toutes et à tous et merci pour cette plateforme et pour me donner l'opportunité de présenter mon travail Be the Change. Depuis 2018, j'essaye de cartographier l'impact de la digitalisation au marché du travail belge. Fin 2020, on a lancé une première mise à jour avec des chiffres très récents sur le développement de notre marché du travail. Je me souviens, en 2018, on a commencé ce travail parce que quand même, on constatait pas mal d'angoisse par rapport à la digitalisation, les gens qui ne savaient pas ce que l'impact de cette fameuse digitalisation pour leur job allait être. Et on a voulu avoir des discussions, des débats un peu moins émotionnels et un peu plus basés sur des analyses et des données. Bon, le travail Be the Change, fondamentalement, a été rédigé autour de 12 chapitres. Je ne vais pas les traiter tous aujourd'hui, donc je vais me limiter aux 8 premiers chapitres. Je vais vous expliquer un peu la méthodologie derrière l'étude, regarder un peu en arrière ce qui s'est passé sur notre marché du travail en 2016, 17, 18, 19. Je vais tout brièvement vous parler de l'impact de la crise Corona et des développements qu'on attend. Et puis, je vais aussi parler ou essayer de traduire un peu cette fameuse ambition du gouvernement fédéral d'arriver à un taux d'emploi
de 80% parce qu'elle aura sans doute un impact sur la mission de Digital City Point Brussels. OK. Au niveau de la méthodologie, derrière Be the Change, on se base sur 3 piliers, 2 piliers quantitatifs, un pilier plutôt qualitatif. Première analyse de la demande de main-d'œuvre. Donc, on a, comment dirais-je, on a rassemblé des données pour avoir un état des lieux de notre travail, de notre marché du travail actuel. Donc, on a une idée qui travaille dans quelle région, dans quel secteur et dans quelle fonction. Et sur ce labor force baseline, si vous voulez, on a appliqué des scénarios de croissance économique qui nous ont été fournis par la Banque nationale, par le Bureau de plan, par Oxford Economics. Et ces sources-là nous ont permis d'estimer l'évolution de la demande entre aujourd'hui et 2030. De nouveau, région par région, secteur par secteur et fonction par fonction. Donc, cette première analyse nous donne une bonne idée de l'évolution de la demande, profil par profil, si vous voulez. Deuxième pilier, aussi une analyse quantitative qui essaye d'analyser l'offre qui est actuellement disponible pour le travail et sur base de notre démographie, sur base de notre politique de migration, sur base de l'âge qu'on pourrait tous partir à la pension, qui sera disponible en 2030. Deuxième analyse, l'évolution de l'offre, de la disponibilité des gens pour travailler. Troisième analyse est plutôt qualitatif. Donc là, on est venu avec une liste de 27 compétences clés dans un monde qui se digitalise. Pas forcément tous des compétences numériques. Je vais vous les montrer après. Voilà, je les ai repris déjà ici. Donc, il y a toute une série, 9 compétences personnelles, les soft skills plutôt. Donc, dans un monde qui se digitalise, ne sont pas forcément que des compétences numériques qui sont importantes. Voici une liste de 9 compétences plutôt personnelles. Il y a aussi une liste de compétences numériques personnelles dont on aura besoin dans sa vie privée et qu'on pourrait développer aussi dans le contexte individuel. Et il y a finalement une liste de 9 compétences numériques dans un contexte plutôt professionnel. Cette liste de 27 compétences, on les a sélectionnées avec une équipe de 60 experts, dont au moins 2 par secteur qu'on a analysé. Donc, la totalité de notre travail Be the Change s'est focalisé sur 16 secteurs qui couvrent en fait toute l'économie belge et 60 experts ont sélectionné les 27 compétences clés. Je vous explique qu'on a croisé donc les compétences avec toute une série de profils et on a donné un score qui indique le niveau qu'on aimerait voir aujourd'hui, mais aussi l'évolution de ce niveau entre aujourd'hui et 2030. Donc, on a croisé les compétences, les profils et on a indiqué 3 niveaux, un niveau de conscience, un niveau d'utilisation en pratique et un niveau d'excellence. Donc, sur base de ce 3e pilier, de cette 3e analyse, on pourrait aussi dire, vous me donnez un profil, voilà les compétences clés actuellement et voilà les compétences dans lesquelles il va falloir investir dans les 10 années à venir. Cette matrice de compétences, on l'a traduit en outil qu'on a appelé DigiSkills Passport. Vous voyez le lien. Et cet outil permet à l'individu de se donner un score
pour les 27 compétences, d'avoir donc une sorte de passeport de ces compétences à ce moment-ci et de comparer ces compétences avec les attentes pour un profil. Un profil aujourd'hui, mais aussi, comme vous le voyez, aussi pour un profil en 2030. Je vois que j'ai pris ici un profil actuel, le profil de Human Resource Professional, et donc les zones en bleu et vert indiquent mes compétences actuelles et les compétences demandées pour ce profil. Bon, c'était ça un peu les principes, la méthodologie derrière l'étude Be the Change. Donc, deux analyses quantitatives et une analyse plutôt qualitative avec un outil qu'on a créé. Je vais quand même vous parler un peu du contexte macroéconomique parce qu'il est important. Quels sont les constats si on regarde ce qui s'est passé sur notre marché du travail dans les 3 dernières années, 2017, 2018, 2019, les 3 années avant la crise Covid? On a créé 220 000 postes, on a créé 220 000 jobs, ce qui, pour notre pays, est du jamais vu. On n'a jamais, dans une période aussi courte, créé autant de jobs. Donc, ce credo politique de jobs, 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 ça, si vous voulez, a bien fonctionné. Je vais immédiatement relativiser cette score en disant que la croissance de notre taux d'emploi suit la moyenne de l'Union européenne ou de l'Union européenne. L'autre côté de la médaille, cette création de jobs est venue aussi avec un prix, c'est que la productivité a arrêté de croître en Belgique. Vous savez bien qu'en Belgique, on a une productivité assez élevée, mais elle a arrêté de croître et c'est différent par rapport au passé, c'est différent aussi par rapport aux pays qui nous entourent, donc point d'exclamation au niveau de notre productivité. On a créé 220 000 jobs, c'était 150 000 plus que prévu. Donc, si vous voulez, on a créé une sorte de réserve de 150 000, mais on va perdre la plupart de cette réserve qu'on a créée. C'est-à-dire, nous nous attendons à une perte d'emploi de 110 000 en 2020 et 2021. Actuellement, cette perte reste limitée. Il y a plus ou moins 40 000 jobs supprimés. Bien sûr, il y a un lien très fort avec les mesures prises par les différents gouvernements et dès que ce fil d'oxygène soit coupé, on s'attend quand même à une nouvelle ou à une perte importante d'emploi. À partir de 2022, nous sommes quand même convaincus qu'on aura une nouvelle croissance nette de l'emploi. 2020-2021, perte d'emploi. À partir de 2022, on va constater une nouvelle croissance. Et les estimations disent qu'au début de 2023, on va se retrouver au même niveau que juste avant la crise de Covid-19. Qu'on a bien tous pu constater, c'est que le besoin de compétences numériques a vraiment accéléré. On constate ça aussi au niveau des vacatures. Donc, la demande de profils hautement qualifiés, si vous voulez, est 5 fois plus grande que la demande de profils moins qualifiés. Donc, vraiment un facteur d'accélération. Bilan quand même positif, en dépit du corona, en dépit de la digitalisation et de l'automatisation. Donc, il y aura des jobs qui vont disparaître, c'est sûr et certain. Mais pour chaque job qui disparaîtra, on va créer quasi 3 nouvelles demandes d'emploi. Donc, le bilan total pour l'économie belge reste très positif. Donc, vraiment une opportunité. Comme on dit en anglais, le worst case scenario. Donc, si on ne
ne fait rien. On commence à gauche de ce slide avec une moyenne de 140 000 postes vacants actuels. On s'attend à une croissance de la demande de 0,6% entre aujourd'hui et 2030, mais à une légère baisse de la disponibilité de main-d'œuvre de 0,1% par an. Sans mesure, le résultat de cet exercice est 540 000 postes non pourvus en 2030. Donc, Digital City Point Brussels, vous savez quelle est votre mission. Autre chiffre intéressant, donc pour la première fois en 2019, la demande de main-d'œuvre a franchi le cap de 5 millions et l'évolution de cette demande de main-d'œuvre sera à 5,34 millions en 2030. Quel est le nombre de personnes disponibles? C'est 4,7 millions de personnes qui travaillent, 350 000, entre 350 000 et 400 000 personnes qui cherchent de l'emploi, et si je les rajoute, j'arrive à 5,1 millions. La demande va être 5,34 millions, donc on va devoir certainement activer des gens qui actuellement ne cherchent pas un emploi. Donc on va certainement devoir creuser dans cette groupe de personnes inactives pour l'instant. Ce groupe de personnes inactives est typiquement constitué de deux sous-groupes. Un groupe de personnes qui décident de ne pas travailler, qui a assez de confort pour ne pas devoir travailler, mais de l'autre côté, tout un groupe de gens qui n'ont pas assez de confort pour aller travailler. Des gens qui vivent en pauvreté, des gens avec un handicap ou une maladie de longue durée. Et aussi, je ne connais pas le mot en français, je vais donc le dire en néerlandais et quelqu'un pourrait m'aider, mais aussi tout un groupe de mantelzorgers. Le premier à mentionner dans le chat gagne une bouteille de vin. Donc voilà, toute une série de gens qui actuellement, dans notre système binaire de ou bien ne pas travailler, ou bien travailler full force, qui ne trouvent pas leur schéma idéal pour quand même commencer à travailler. Donc, je commence tout doucement à atterrir. Donc, dans un contexte normal de développement économique, entre aujourd'hui et 2030, nous allons créer 300 000 jobs en Belgique, dont plus ou moins 17 000 à Bruxelles. Mais l'ambition de notre gouvernement est d'arriver à un taux d'emploi de 80%. 8 personnes sur 10 de la population active devraient travailler. Sur base de notre démographie, on a calculé et on a pu constater que pour faire ça, il faut créer le besoin de 600 000 emplois, voire le double de ce qu'on a estimé. Il ne faut pas simplement créer ce besoin, mais il faut aussi trouver et activer les gens, 600 000 personnes. Troisième défi, pas n'importe quelle personne, mais il faut aussi les gens avec les compétences qu'il nous faut. Et il va falloir mettre ces compétences à niveau de manière permanente. Et 4, donc je vous ai expliqué que notre productivité a arrêté de croître. Il faut aussi continuer à avoir attention pour à la fois le résultat et certainement pas oublier le confort de notre travail, parce que le confort de travail fait une partie essentielle du résultat de notre travail. Donc, productivité ne veut pas forcément dire travailler dur et aller à 100%. Ça veut aussi dire travailler dans des circonstances confortables. Et on a tendance à oublier ça. Encore 4 ou 5 petits slides. Pour pouvoir créer le besoin de 600 000 personnes, notre position concurrentielle est essentielle.
Une partie de cette position concurrentielle est bien sûr liée à ce qu'on appelle le talent pool. Si on a en Belgique plus de talents qu'ailleurs, nous allons gagner le business. Donc, ce fameux talent pool est un des premiers défis pour Digital City Point Brussels. Deuxième défi, il faut activer des gens. Il faut trouver les 600 000 personnes pour faire le travail. Donc là aussi, on constate que la moyenne du taux d'emploi en Belgique est 70%. Il y a toute une série de groupes en dessous de cette moyenne de 70%. Les femmes, les personnes plus âgées, les personnes avec un peu moins de qualification, les personnes avec un background de migration. Et pour Bruxelles, donc le taux d'emploi actuel est limité à un peu moins de 62%. Donc, c'est surtout vers ces groupes cibles qu'on va devoir s'orienter. Et donc, voici le deuxième défi pour Digital City Point Brussels. Jeroen, bonjour. Oui. Je me permets d'interrompre. C'est Noémie de Digital City. On doit laisser la parole à Jean-Baptiste de Bock dans 1 minute. Donc, je me permets de vous interrompre. Je suis navrée. Je vais demander 2 minutes et je vais commencer à atterrir. Donc aussi, au niveau de la formation permanente, il y a une mission pour Digital City Point Brussels, c'est-à-dire les gens ont besoin des compétences spécifiques, non seulement pour rester relevant dans leur job, mais aussi pour créer une sorte de mobilité ascendante sur notre marché du travail. On n'a pas assez de personnes bien qualifiés, donc il va falloir les créer en interne des entreprises. Et aussi, il va falloir créer cette mobilité ascendante pour créer une porte d'entrée en bas de l'échelle qui permettra à activer les personnes inactives. Sinon, ces personnes inactives devraient sauter en fait en dessous des autres personnes, ce qui ne serait pas réaliste. Et dernier point, c'est l'attention pour la productivité. Donc là, on vise à se retrouver dans une situation de productivité ou de croissance de productivité durable qui met à la fois l'accent sur l'efficacité par la digitalisation et sur le confort du travail pour toute une série de personnes qui fonctionneront mieux dans des situations confortables auxquelles il va falloir contribuer. C'était un peu brutal d'atterrir comme ça, mais bon, le temps est limité. Je suis ouvert à quelques questions. Je ne serai pas là à la fin de cette session. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci Jeroen pour cette présentation fort intéressante. Je vois qu'il y a une question de Bastien Manchon. Quel lien entre DigiSkills et DigComp, le cadre européen de référence pour les compétences numériques? Donc, les 27 compétences qu'on a sélectionnées, on les a croisées avec DigComp d'un côté et avec le ECF de l'autre côté. Bien sûr, il y a toute une série de compétences dont on aura aussi besoin dans notre vie privée, ce qui est forcément aussi le but du travail de DigComp. De l'autre côté, le ECF, là, on se focalise plus vers un contexte professionnel. Donc, les 27 compétences, on les a sélectionnées. On a regardé quel est le langage utilisé dans DigComp et utilisé dans le ECF et on a essayé de traduire un peu et utiliser le même langage. Et encore une question un peu plus rapide concernant la disponibilité de la présentation Be the Change. Où est-elle disponible? Voilà, je vais mettre un lien dans le chat qui vous permet de télécharger l'étude, la publication. Merci. Voilà, merci à toutes et à tous. Noémie, ton micro. Oui. Excusez-moi. Merci Jeroen. Je laisse maintenant la parole à Jean-Baptiste de Bock, Managing Director de Offscores Events et CEO de Discovia.
Bonjour tout le monde. Je vais essayer de respecter le temps, comme ça Jessica et Julien peuvent aussi encore faire toute leur intervention. Donc, moi, je vais vous parler de notre transformation digitale et l'évolution de nos services depuis mars 2020. Pendant ma présentation, vous verrez beaucoup d'exemples qu'on a intégrés dans des vidéos pour vraiment illustrer et montrer efficacement ce qu'on a réalisé. Donc, je représente deux sociétés. Je vais juste partager mon écran. Oups. Voilà. Donc, d'une part, il y a Of Course, qui est une agence événementielle, et Discover, Discover, qui est une entreprise tech spécialisée dans le VR, le 3D modeling et la technologie à 360 degrés. Donc, notre transformation digitale a bien commencé il y a plusieurs années, qu'on a lancé, of course, il y a 9 ans. Je crois qu'on a vraiment commencé avec la digitalisation il y a 5-6 ans. Et on a toujours eu une passion pour le digital et l'innovation. Donc, chez nous, la transformation digitale s'est surtout manifestée à 2 niveaux. Un, en tant qu'innovateur et pionnier au niveau de l'intégration des technologies dans nos projets. Mais également dans notre organisation opérationnelle afin de travailler en toute transparence et en tant qu'équipe et de gérer notre business efficacement. Ces toutes les deux sociétés ont commencé en tant que start-up. Donc, on a vraiment grandi avec les technologies et fait un maximum d'intégration pour garantir la productivité, mais aussi de la création de concepts et regarder comment le business évolue, ce qui est une transformation phénoménale les dernières années. Nous-mêmes, on est un peu des geeks de tools pour notre organisation interne. Donc, on investit énormément dans des tools constamment. On cherche toujours à s'améliorer, de faire en sorte que tous les tools sont bien connectés. Quelques exemples, vous voyez ici. Il y a par exemple Slack et Whereby et Front, qui sont plutôt des tools qui nous aident pour notre communication, organisation interne, mais également Team Leader, Yadira, qui sont plutôt axés vers tout ce qui est project management, après Yuki, comptabilité. Nous, en tant que société, après plusieurs années de collaboration entre 2017 et 2019, avec DiscoVR, on croyait vraiment et fortement dans tout ce qui est développement de la technologie 360 et VR. Et ceci a mené vers une collaboration avec notre société sœur en 2019, ce qui était un bon timing, je dirais. Je vais vous montrer un petit exemple. Il y a pas mal de vidéos dans ma présentation pour illustrer ce qu'on fait exactement, parce que c'est parfois difficile à expliquer. Mais là, vous voyez un premier exemple, c'est le congrès marketing de BAM. Et ça, c'est encore un exemple avant Covid. Jean-Baptiste? Oui. Les slides, en tout cas à mon écran, ne défilent pas. Donc, je ne sais pas si... Voilà. Merci. Et quand je le mets en presentation? Là, c'est bon. Très bien. OK, parfait. Merci. C'est mieux. Ouais. Mais je vais passer, ça c'est un peu l'exemple des tools qu'on utilise pour notre organisation interne. Et là, je vous parlais de l'exemple de ce qu'on faisait en combinaison avec les deux sociétés, Discovery, of course, avant Covid.
Mais bon, bien entendu, ça c'était en décembre 2019. Quelques mois après, Covid nous a pris tous en vitesse. Et bien entendu, en tant qu'agence événementielle, notre agenda sur quelques semaines qui était bien rempli jusqu'à la fin de l'année, c'est rempli, c'est vidé. Par contre, avec Discover, on avait un outil très fort en main. Et on a commencé à réfléchir comment est-ce qu'on peut aider énormément de business qui ont des gros challenges aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut les aider dans leur transformation digitale à plusieurs niveaux. Donc, aujourd'hui, on a créé tout ce qui est Phygital Experience et blending physical and digital to bring brand and audience closer together. Dans une première phase, on avait pas mal de sociétés qui étaient très curieux et surpris des possibilités. Mais au début, ils n'étaient pas encore prêts à prendre des décisions. Covid était au début quelque chose de temporaire, un phénomène qui allait passer et nous prendre en otage pendant quelques semaines ou quelques mois, comme moi-même. Je pensais que c'était une grippe qui allait passer relativement vite. La réalité a prouvé que la situation et la réalité est un peu différente. Donc, on a commencé à regarder ce qu'on pouvait faire pour le marché et pour certaines sociétés. Là, je vous montre une autre vidéo avec quelques exemples de ce qu'on fait. Et on va rentrer un peu plus en détail de comment on a intégré ceci dans le support vers les sociétés. Donc, comme j'expliquais, avec Discover, on avait plusieurs clés en main, mais également avec Of Course. Tout ce qui est Visite 360, ce n'était pas quelque chose de nouveau. Ça faisait 5 ans qu'on était sur cette technologie et tout ce qui est VR. Avec Of Course, tout ce qui est streaming, c'était pas nouveau du tout. On avait déjà fait des événements où le streaming était un élément en surplus du live pour agrandir l'audience. Mais là, la réalité qui était complètement différente. Là, on devait passer à du 100% digital et virtuel. Donc, on a eu plusieurs challenges avec les sociétés qui regardaient avec nous comment est-ce qu'on pouvait leur aider, d'une part, en réinventer les ventes à distance, surtout les sociétés qui font de l'exportation. Il fallait réinventer les ventes avec les showrooms virtuels, avec le vente de l'immobilier en visite 360 ou avec le 3D modeling. Le support marketing également, les events complètement virtuels ou hybrides, les stands et les foires virtuelles. Également tout ce qui est open days pour des écoles, des sociétés qui veulent montrer leurs bâtiments et leurs infrastructures dans un but de ressources humaines. Également au niveau city marketing, on devait tout rester dans notre pays. Comment pour certaines régions et des villes comme Bruxelles et Bruges et Anvers et les pôles touristiques, c'était relativement facile et tout le monde allait à la côte, aux Ardennes. Mais pour des sociétés, des régions qui ont vraiment des atouts, comment est-ce qu'on peut les mettre plus en avant? Donc, dans un but de city marketing, on a commencé à combiner tout ce qui est drone et visite 360 pour faire du teasing et pour faire découvrir des endroits différents dans notre pays. Donc, on avait quelques sociétés et organisations qui croyaient fortement dans nos solutions. On a réussi à développer des choses vraiment phénoménales. Après quelques mois, ils revenaient, les solutions fonctionnaient, ils nous challengeaient pour aller plus loin.
Ceux qui étaient un peu plus hésitants et qui étaient juste curieux au début revenaient après, au moment qu'ils ont vu que Covid, c'était quelque chose qui allait peut-être continuer jusque deuxième moitié 2021 ou 2022. Donc quand on passe du live au virtuel, et là je vous montre quelques exemples d'expériences virtuelles, les events hybrides et online. Le mindset doit être complètement différent. Les objectifs en général restent similaires, mais l'évolution de la demande change. Donc aussi la façon dont on va attaquer les projets. Pour tout ce qui est congrès, conférences internationales, même les client events en Belgique, tout ce qui est online events et hybrid events, on passe de théâtre au cinéma, ce qui est quelque chose de complètement différent. Ça demande aussi une façon différente de travailler, d'adapter la structure, les profils et d'agir très vite. Le public est derrière un écran, ils ne sont pas dans la salle, donc un script pour tout ce qui est conférences et congrès avec des breakouts. Il y a du son, oui. C'est pas chez moi. Donc aussi tout ce qui est audience engagement, au début, les premières semaines, on avait une audience qui n'était pas habituée à faire des online events, donc il fallait vraiment changer les mindsets, aussi bien au niveau des organisateurs qu'au niveau de l'audience. Je crois qu'on a tous eu énormément d'exemples et on voit l'évolution de mars 2020 à maintenant. Mais aussi dans tout ce qui est 3D modeling, l'expérience virtuelle est complètement différente et donne beaucoup plus d'opportunités si on le fait bien. Si on le fait mal, par exemple, par contre, c'est contre-productif. Je crois qu'on a un exemple très récent qui était partout dans la presse, mais Batibo a essayé de faire une foire virtuelle, mais je crois que on a aussi vu le résultat. Je crois qu'il faut mieux soit bien le faire ou soit rien faire, parce que c'est vraiment contre-productif si on le fait d'une façon, à mon avis, amateuristique. Merci. Je me permets de couper la parole à Jean-Baptiste. On est vraiment en retard au niveau du timing, donc je vous laisse terminer 30 secondes, mais il faut qu'on passe à Julien et à Jessica pour leur présentation. Il nous reste à peine 20 minutes. Ouais, parfait. Mais je vais aboutir sur le fait qu'il faut changer le mindset et sortir du traditionnel. Là, vous voyez, par exemple, un exemple d'un boot traditionnel qu'on a créé qui est dans un monde habituel. Après, quelques mois après, vous voyez un monde dans un dôme qui est complètement différent. Donc, la transformation et la façon dont on va attaquer les projets est complètement différente. Je vais passer. Super. Merci Jean-Baptiste. Je dois laisser la parole à Julien. Je suis navrée. Mais donc, bienvenue Julien. Je vous laisse. Donc, vous êtes Managing Director de Azugo Consulting. En effet, Jean-Baptiste, je tenterai de faire un pont avec cette nécessaire changement de mindset. C'était aussi un des points qu'on abordera, donc on va essayer de faire le pont ensemble. Alors oui, enchanté, ravi d'être là. Vraiment, merci pour l'invitation. L'idée aujourd'hui, c'est d'essayer de vous partager un peu notre expérience en termes de transformation digitale. On va aborder ce changement de mindset, de modèle, d'état d'esprit, parce que quand on parle de transformation digitale,
mais c'est avant tout une transformation. On essaiera de parler aussi d'approche client et puis j'essaierai, on croit beaucoup à l'impact sociétal, d'expliquer comment la confiance, comment le purpose, la cause peut être un lien important pour évoluer au niveau technologique, mais avant tout au niveau humain. Donc voilà. Alors je laisse donc Samia et Noémie projeter les slides. Je ne les vois pas encore, sinon je projette mon écran. Dites-moi si quand c'est prêt. Et on va peut-être, voilà, merci. Alors, qui on est rapidement? On est, donc je suis le fondateur et le directeur d'As-You-Go. On est 40 consultants passionnés qui aidons nos partenaires à un peu mieux appréhender leurs relations clients grâce notamment à des accélérateurs technologiques. Un important est Salesforce, donc ce sont des CRM. On est curieux, c'est notre marque de fabrique et je pense que c'est la clé finalement pour aborder ce type de thématique. Alors bon, ADN digital, les bonnes pratiques, c'est un sujet très vaste. On va essayer rapidement de réexpliquer pourquoi il faut évoluer, faire évoluer vos organisations et votre approche client. De quoi on parle exactement? C'est quoi les leviers créateurs de valeur? Et puis, comment faire? Est-ce qu'il y a une boîte à outils? Est-ce qu'il y a une façon, disons, d'attaquer ce type de transformation digitale? Et donc, si on démarre sur le pourquoi, bon, on le dit tous avec des mots différents, mais donc on est en pleine révolution industrielle. On parle de 4e révolution industrielle. Nos ancêtres ont connu la vapeur, l'électricité, l'informatique. C'est évidemment toute une série de bouleversements. On est maintenant face à des objets de plus en plus connectés, qui génèrent de plus en plus de données. Et oui, est-ce qu'on est armé pour faire face à tous ces bouleversements, ces chamboulements? La réponse est non, évidemment. Moi, j'aime rappeler, quand on donne du conseil, on a fait une centaine de projets maintenant de transformation digitale où on essaye de replacer le client au centre, que c'est pas suffisant de rénover le parc applicatif, le parc technologique. Le futur, c'est pas le présent avec de la technologie. Le futur, c'est quelque chose de complètement insaisissable, et bien qui va nous amener de l'inconnu, et ça va aller vite, de plus en plus vite, et il vaudra mieux le piloter que le subir. Donc, pour faire le pont avec ce que Jean-Baptiste disait, moi j'aime cette lecture je vous le conseille d'ailleurs, de Jean-Luc de Brabander, Petite philosophie, la transformation digitale. L'idée, et ça se fait à tous les échelons, à l'échelon humain aussi, c'est d'essayer, vous voyez à droite de l'écran, il explique les mécanismes d'induction et de déduction. Ce qu'on est occupé à faire la plupart du temps, c'est de partir, donc si on regarde la droite de l'écran, de boîtes, de modèles existants, de paradigmes existants, et d'en déduire toute une série de mécanismes pour piloter notre réalité, notre réel, notre business. C'est très bien, l'intelligence artificielle va encore accélérer tout ça, c'est primordial de maîtriser ça, mais je vous invite, et nous invite à créer nos flèches oranges. C'est-à-dire que libre à nous aussi de changer, de casser les modèles, de changer notre mindset et de créer nous-mêmes nos propres nouveaux modèles. Alors, il y a l'exemple de Philips qui a créé ses propres flèches oranges. Philips, on les connaît pour l'électroménager, le micro-ondes, le lecteur DVD, et donc tout, voilà, de façon très cohérente, ils ont développé toute une série de gammes jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que, à travers une avancée technologique, ils pouvaient servir aussi un pan du secteur médical. Et donc là, ils se sont dit, OK, on casse complètement le modèle, on va investiguer là-dessus, on va se remettre en question, et maintenant, le chiffre d'affaires de Philips, en termes médicaux, a dépassé ce qu'on connaissait du modèle Philips actuel. Donc, réinventez-vous et faites en sorte que vos collaborateurs et vos partenaires vous aident aussi à vous réinventer. Pour moi, c'est clé. Avant de parler de digital et technologie, parlons de mindset. Je te rejoins complètement, Jean-Baptiste. Et pour moi, c'est primordial. Donc, on va passer rapidement sur ces... mais Jean-Baptiste en a parlé aussi. Les attentes des clients ne sont plus du tout les mêmes. Les clients ont besoin de multicanal, de canaux différents. C'est fini juste de se contenter du téléphone ou du site Internet. De plus en plus,
ils sont online forcément, ils auront de plus en plus besoin de transparence et d'éthique. Et on va y revenir. Et en gros, 80-90% des interlocuteurs, des organisations avec lesquelles on parle, ben, elles ont toutes un peu les mêmes challenges. Toutes ces informations sont un peu éparpillées, sont complètement décentralisées, manque de structure. Les qualités des données qu'on arrive à avoir autour de nos clients ben, sont assez faibles. L'expérience client, du coup, Jean-Baptiste montrait des choses très innovantes, mais avant même d'atterrir sur des choses qui… Ben, le minimum n'est souvent pas atteignable parce qu'on n'a pas les bons outils dans les organisations et l'organisation elle-même n'est pas prête. Donc ça, c'est un peu les défis de tous. Je voulais peut-être reposer le cadre avant d'atterrir sur le quoi et le comment, redéfinir pourquoi c'est clé de se réinventer. Alors, rapidement sur les leviers créateurs de valeur, il y a beaucoup de concepts et tous les slides seront disponibles. Hein, on vous enverra tout ça ou vous me contactez. Moi, ce que j'aime, c'est créer ce cercle vertueux entre l'excellence client, remettre le client au centre et l'efficacité opérationnelle. C'est quoi l'idée? C'est de se dire, si on arrive à casser, à se réinventer en interne pour être, alors certains parlent de customer obsession, si on se met le client en tête en premier et on essaie de mieux le servir, de facto, alors, il y a de grandes chances qu'on s'organise mieux et qu'on fasse mieux notre boulot en interne. Si on s'organise mieux et qu'on fait mieux notre boulot en interne, eh bien, on a de grandes chances que la satisfaction client soit au rendez-vous et donc qu'on serve davantage et mieux notre client. Donc, essayez vraiment de casser les vues court-termistes, casser un peu les vues uniquement processuelles et mettez le client au centre de tout ce que vous envisagez dans les prochains mois et vous verrez aussi que de facto, ça nous permet de mieux travailler. Alors, une fois et ça, c'est vraiment la dynamique à mettre en place pour créer de la valeur autour du client. Une fois que cette dynamique est là, l'idée, c'est de la mesurer. On ne va pas revenir sur tous les indicateurs, les fameux KPI, des indicateurs de performance, mais qui permettent de dire, ben oui, là, je mesure ma satisfaction client, je mesure à quel point mes temps de traitement de dossier évoluent aussi et l'impact que ça a sur la satisfaction client. Et donc, on a toute une batterie d'indicateurs et de conseils pour jouer sur ces indicateurs. Donc, voilà de quoi on parle exactement quand on parle de se transformer digitalement et de créer de la valeur autour du client. Ben, on parle d'activer tout ça. Alors, rapidement, pour tenir le timing, je vois qu'on a pris pas mal de retard. On ne va pas revenir sur la batterie d'outils à disposition en termes d'analyse. Donc, on aide et on sera ravis aussi de répondre aux questions. Et on est disponible après le webinaire. Il y a plein de choses qui existent pour se poser les bonnes questions. Il y a assez évidemment toutes ces méthodes agiles. Et l'agilité, ce n'est pas simplement le fait de faire des projets d'une nouvelle façon, c'est aussi structurellement un truc à mettre en place dans nos organisations. Faire attention à réduire les coûts fixes. Ceux qui s'en sortiront le mieux, ce sont ceux qui sont les plus résilients. Jeroen Franzen en a parlé un peu, et qui seront les plus agiles finalement. Et ça demande, et Jeroen aussi en a parlé, pas mal de soft skills. Alors, comment ça marche un projet de transformation digitale? Eh bien, ça marche si on arrive à raconter une histoire qui est réaliste et cohérente. Rome ne s'est pas faite en un jour, et donc l'idée, ce n'est pas d'avoir la vue 360 degrés, qui est le Saint Graal, sur nos clients du jour au lendemain. Captez vos premiers succès. C'est quoi la première phase de maturité que vous voulez atteindre? Et trouver une balance entre des objectifs qu'on se fixe en termes de business, de métier, des objectifs en termes technologiques, IT, comment on va faire pour servir ces objectifs business, mais ça peut être aussi des objectifs IT qui sont complètement décorrélés des objectifs business. Souvent, on a des organisations qui ont des dettes technologiques, ils ont fait un peu dans leur garage des applicatifs où le développeur est parti. Donc tout ça, renouveler tout ça, c'est aussi un objectif en soi. Et puis l'humain. Sans change management, sans vision des impacts sur l'équipe, vous n'arriverez pas à avancer. Donc, vous avancerez
aussi rapidement dans votre transformation digitale que vous trouverez cette balance qui est délicate entre objectifs métiers, objectifs technologiques et IT et change management. Et donc là, de nouveau, on a plein de batteries et de conseils à donner autour de tout ça pour comment faire les choses. Je terminerai, avant de donner la parole à Jessica, qu'on a eu la chance aussi d'accompagner, projet fascinant, génial, sur une lecture Metasystems Our Trust Can Change the World. Vous ne restez pas sur la vue court-termiste. Voyez au-delà de l'EBITDA, du profit. Essayez d'accueillir les moutons noirs, les personnes que vous n'auriez pas vues dans vos équipes, parce que ça peut aider dans un changement de mindset. Et donc, si moi j'ai 5 conseils à donner, créer un climat où la cause, le purpose est clé. Let's become partners in purpose. C'est important pour vos collaborateurs. Pourquoi on se lève? Pourquoi on travaille en fait? On essaye de créer quoi avec cette histoire? L'éthique et la cause est de plus en plus importante pour mes gars et mes filles qui sortent de l'UNIF. Raconter une histoire, c'est important. C'est clé aussi pour vos clients. N'oubliez pas que c'est avant tout une aventure humaine. Les utilisateurs sont des humains, ceux qui développent sont des humains et vos clients sont des humains. Ne vous focalisez pas à vouloir acquérir toutes les compétences en interne. C'est impossible. Donc, les partenariats vont être de plus en plus importants, les expertises vont être de plus en plus fines et donc internaliser toutes les compétences qui peuvent permettre l'intégration au niveau technologique et humain et faites confiance à des partenaires. Dédiez un budget à l'essai et à l'erreur, sinon vous n'avancerez pas. Et transformer aussi en termes de données. Et je pense que c'est un bon pont vers toi, Jessica. Vous en avez fait même, je pense, une campagne marketing. Vous allez avoir plein de données. Dites aux clients ce que vous avez récolté comme données. Expliquez cette notion de consentement et vous aurez une relation de confiance qui sera d'autant plus forte. Voilà, je vous remercie. Je suis disponible évidemment pour les questions et je laisse la parole à Jessica. Pensez grand, commencez petit et bougez vite. Merci Julien. Belle présentation et effectivement je laisse la parole à Jessica Lyon qui est aide de Flora Insurance et on va un peu déborder mais c'est pas très grave, le but c'est que tout soit très intéressant donc c'est le cas. Noémie, est-ce que tu sais partager la présentation ou tu veux que je le fasse? Oui, c'est fait. Super. Merci beaucoup. Donc voilà, je vais essayer d'aller vite parce que voilà, je pense qu'on a tous des journées bien chargées. Donc Flora, c'est une nouvelle assurance. Donc moi je suis Head of Flora. Voilà, donc ça c'est un chouette titre, on va dire ça comme ça. Donc j'ai créé la société Flora, la marque Flora, qui est une marque d'Etias Assurance en fait. Et pourquoi on a fait ça? Alors j'aime bien ce petit slide. C'est de se dire, en fait, soit on a un plan, c'est un peu tout ce qu'il y a, enfin, toutes les grosses sociétés aujourd'hui ont des plans d'action comme ça à 5 ans. Et puis, à un moment donné, en fait, ce plan, il tient pas la route parce qu'à un moment donné, on va se prendre, c'est un peu de la boxe, mais le jour où on va se prendre vraiment un coup de poing dans la figure, il sera de toute façon trop tard. Le plan qu'on aura mis en place, il va de toute façon voler en éclats. Et donc, en fait, ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est donner ce coup de poing au marché, en fait. C'est le faire nous-mêmes, c'est oser vraiment changer et aller de l'avant. Et donc, Flora, c'est une réponse vraiment ambitieuse, très ambitieuse au changement du marché de l'assurance d'aujourd'hui. Alors, pourquoi très ambitieuse? Donc, on innove déjà chez Etias, on a plusieurs départements qui font ça, mais là, on a décidé carrément de créer une nouvelle marque, une nouvelle structure, une nouvelle société à côté d'Etias pour faire cette fameuse transformation digitale. Mais pas juste la transformation digitale, en fait. Transformer la totalité de la société et essayer finalement de créer un modèle de gouvernance opérationnelle comme il devrait être aujourd'hui sur le marché en fonction du marché, mais des jeunes qui sont sur le marché de l'emploi aujourd'hui, qui ne veulent plus des structures peu flexibles, ils veulent de la reconnaissance, ils veulent s'amuser sur leur job, ça je crois que Julien l'a bien dit, mais ils veulent aussi, et on est dans un monde de la digitalisation, et donc nos métiers changent, et donc on a recréé le métier de l'assurance de zéro. Donc,
Donc, on a créé Flora. Flora, vous pouvez aller voir, hein, c'est www.flora.insure, donc pas .be.com, .insure. Et là, vous allez voir, c'est une assurance, la première assurance qu'on a lancée en septembre 2020, qui est une assurance 100% digitale. Et la première assurance, on ne va pas s'arrêter là, mais c'est l'assurance pour les locataires. Hein. C'est un groupe cible qui nous a intéressés, c'est ce qu'on appelle, nous, la génération smartphone. Donc, c'est une nouvelle génération qui vit 100% avec le digital et qui n'a même connu que ça, comparé à nous qui sommes des consommateurs plus âgés sur le marché du digital. Donc voilà, 100%, ça veut dire la souscription, ça c'est une chose, mais il y en a déjà plein d'autres assureurs qui le faisaient, mais également la totalité de la gestion sinistre. Donc, via un chatbot, on déclare son sinistre, on nous pose des questions et à la fin du chat, tout est réglé et on peut rembourser. Nous, on s'engage, Flora, s'il n'y a pas de tierce partie dans le sinistre, de rembourser dans les 48 heures. Donc, j'ai pris un petit slide, on m'a demandé de parler de la transformation digitale, mais en fait, Flora, c'est là une transformation digitale, mais c'est une création digitale, en fait. Donc, j'ai mis le why, et why Flora, et pourquoi une transformation digitale, et je vais faire un petit pont avec, je ne sais pas si vous connaissez le Golden Circle de Simon Sinek, c'est un très, très chouette... une très, très chouette théorie. On pense que la société l'utilise beaucoup aujourd'hui, qui est le why, en fait. Donc, pas le what et le how, mais d'abord le why. Pourquoi on fait cette transformation digitale ou pourquoi on fait ce changement? Et ça, c'est le plus important. Dire on va faire une transformation digitale, ça n'a pas de sens. C'est le pourquoi. Et le pourquoi de Flora, il était très clair. On a vu arriver sur le marché de l'entreprise, de l'assurance, marché des assureurs, de tout nouveaux entrants qu'on appelle, nous, les néo-assureurs, comme des Lemonade aux États-Unis, Luco en France, mais même Cover en Belgique, qui deviennent des assurances vraiment 100% digitales à travers des apps, des choses très simples dans la vie de tous les jours. Deuxième raison, les traditionnels players, comme on les appelle, AXA, AG, Etias, on voit en fait, on a une dette technologique. Très clairement, on a des infrastructures IT qui datent, et ça, c'était très bien il y a 20 ans, mais maintenant, on doit essayer d'amorcer des innovations sur des structures vieillissantes, mais on a aussi une dette culturelle énorme en fait. On est des anciennes structures avec beaucoup de hiérarchie, avec des décisions qui sont lentes parfois. Et tout ça, qu'est-ce que ça amène? Ça amène en fait une augmentation des coûts pour ces players et une diminution des profits. Et donc, ça, c'était une deuxième raison, c'est qu'Etias s'est dit, je dois aller de l'avant. Nouveaux entrants, érosion de mes profits, il faut que je change ma façon de faire. Les nouveaux besoins des consommateurs, ça, je pense que tout le monde en a parlé. Le consommateur, aujourd'hui, il veut de la transparence, de la simplicité, de la rapidité. Les gens détestent les assureurs. Donc, nous, on rentre dans un marché qui est compliqué parce que les assureurs, ils sont opaques, ils sont pas honnêtes, ça ne sert à rien. Et donc, on doit changer absolument la perception du consommateur sur notre métier. User experience, je pense qu'on l'a dit 10 fois, beaucoup plus important que le produit lui-même. Aujourd'hui, vous commandez via Uber Eats une pizza. En fait, vous en fichez complètement de la pizza. Vous allez choisir une app plutôt qu'une autre simplement parce qu'elle est plus rapide. Vous pouvez payer avec la carte que vous voulez. Vous êtes déjà inscrit. Il n'y a pas de frein, il n'y a rien et la pizza, elle est là. Donc, le produit en lui-même, c'est une chose, mais c'est surtout l'expérience que le client va avoir au moment où il va acheter votre produit qui va faire la différence. Le smartphone a changé complètement notre vision. On le regarde 200 fois par jour et c'est la première chose qu'on fait en se levant. C'est horrible, mais c'est la réalité. Et donc, on doit absolument utiliser ces nouvelles technologies et cet outil que l'on a 100% avec nous pour communiquer avec notre consommateur. Etias, Flora, pour lui, c'est quoi? C'est aussi une opportunité et un challenge de montrer ses capacités à innover. Pas acheter une start-up, pas investir dans une start-up, mais la développer lui-même à l'intérieur en intrapreneurial. Ça, c'était vraiment aussi pourquoi Flora. Et le dernier, je pense, objectif très clair, c'est qu'aujourd'hui, on ne lance pas une société en se disant, peut-être on va générer des profits. Non, le but également, c'est d'acquérir de nouveaux consommateurs avec cette marque, pas aller cannibaliser sur la marque Etias, mais aller chercher des consommateurs qui peut-être n'étaient moins séduits par du digital, donc par Etias, mais qui veulent aujourd'hui vraiment du 100% digital. Et donc, Flora va répondre à cette demande. Alors, c'est quoi le succès de Flora? Donc, effectivement, nous avons développé une société de zéro. Nous sommes 20 aujourd'hui, avec des consultants comme Aziugo qui sont venus nous aider pour intégrer notre back-end qui est Salesforce Financial Cloud.
Le but, c'est qu'on a créé une structure un peu différente de ce qu'on peut voir sur le marché. Donc, par rapport aux personnes, ça c'est super important. Tout le monde croit dans le projet. Ça, c'est très, très clair. Et on a les mêmes valeurs. Simplicité, transparence et rapidité. Les personnes qui ne rentrent pas dans ce fit ou qui ne sont pas alignées avec ça ne rentrent pas chez Flora parce que ça va pas marcher. Donc ça, c'est très, très important pour nous. On est tous d'accord et on a les mêmes valeurs pour y arriver. On a confiance dans le process qu'on met en place et c'est chaotique. Donc, on passe vraiment d'une culture de knowing culture vers vraiment une learning culture. Et ça, c'est très important. On est dans une culture où on a des connaissances, mais on doit apprendre et tester. Et ça, tout le monde est d'accord et tout le monde y va. Et ça, c'est important. People Empowerment Stratégie. Alors, tout le monde dit, oui, moi, les personnes dans mes équipes, elles ont l'empowerment, mais c'est pas vrai, malheureusement. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui décident et qui ne laissent pas la main sur les décisions aux gens qui réalisent aujourd'hui le job. Et c'est ces personnes-là qui vont amener la société où elle va aller et dans la réussite et dans le succès. C'est vraiment leur donner la possibilité. Ils ont les compétences. Vous les avez engagés pour ça. Faites-leur confiance. Et surtout, j'avais mis a lot of smiles et surtout avec beaucoup de sourires parce qu'aujourd'hui, dans une période telle que le Covid, vous ne garderez aucun profil s'il ne s'amuse pas sur son job. Ça, c'est une certitude, il ne restera pas. Et le dernier, c'est accepter, je crois qu'on l'a tous dit, le droit à l'erreur. On est dans un métier qui bouge, qui change, qui se digitalise, les besoins changent non-stop. On apprend sur notre job, on apprend tout le temps. On doit tout le temps se remettre en cause sur une décision, sur un choix stratégique, sur un choix d'une technologie. On choisit une technologie, puis finalement, elle répond pas à nos attentes. On doit re-switcher sur une autre. Voilà, on doit vraiment apprendre et tout le monde, on doit accepter ce droit à l'erreur. La deuxième réussite, je pense, du projet Flora, c'est très clairement une architecture qu'on appelle moderne et scalable. Alors, c'est de beaux mots, mais c'est très important. Ce qui veut dire qu'on est allé chercher les dernières technologies sur le marché, on les a pas redéveloppées. On a pris Azugo pour nous aider à implémenter Salesforce. Il faut prendre les technologies qui ont fait leurs preuves et qui sont là aujourd'hui. Il faut pas repartir et recréer de zéro. C'est une énorme perte de temps. Et s'il y a des modules qui existent, il faut les utiliser. Il faut prendre des modèles qui ont fait leurs preuves et des technologies qui ont fait leurs preuves. Voilà. Nous, on a décidé de travailler avec Stripe, avec AWS, donc Amazon Web Services, avec Salesforce. Et on intègre tous les jours, via des API, des nouveaux systèmes de paiement. Par exemple, on vient de mettre la domiciliation bancaire. On est allé chercher un fournisseur qui s'appelle GoCardless, qui est en UK, mais qui vient de faire s'implanter suite au Brexit également en France. Donc voilà, ça change tout le temps pour faire de la domiciliation et du mandat bancaire. Donc ne pas le développer soi-même, regarder les solutions qui existent, les solutions qui ont déjà fait leurs preuves et ça va mettre en intégration IT, ça ira beaucoup, beaucoup plus vite. Donc voilà, et Scalable, ben voilà, il faut que ce qu'on mette en place aujourd'hui, elle puisse s'adapter rapidement. Vous allez devoir développer des nouveaux produits, des nouveaux services, vous allez avoir des nouveaux partenaires, des nouveaux écosystèmes. Et donc vous devez penser aujourd'hui en créant votre architecture qu'elle puisse vraiment, réellement s'adapter aux besoins de demain. Et donc il faut la voir évolutive et pas figée dans le temps. Alors, un autre succès important, je pense, c'est le modèle opérationnel et d'organisation, hyper agile. Donc, une organisation qui permet de délivrer finalement des résultats de haute qualité, de maintenir un budget, mais surtout, avoir un impact rapide sur le marché. Donc, vraiment, essayer de travailler sur des minimum viable products. Alors, tout le monde qui dit oui, mais ça, c'est beau. Non, vous faites pas la Rolls-Royce. Vous lancez quelque chose, vous y allez, vous testez et vous corrigez au fur et à mesure. C'est une obligation aujourd'hui parce que vous voulez la Rolls-Royce, vous allez vous tromper, vous allez mettre quelque chose de magnifique sur le marché, puis vous allez vous rendre compte, en fait, c'est pas du tout ce que le consommateur veut. Donc ça, c'est vraiment important aussi. Une équipe multidisciplinaire, pas de silo. Donc nous, on travaille IT avec le business. Alors ça, c'est un peu inédit. Donc il veut dire qu'on a des actuaires, par exemple, parce que dans le métier de l'assurance, c'est très, très important. Des gens qui ont fait 8 ans de maths, qui sont à côté de développeurs. Et ils travaillent ensemble, main dans la main. Ça, c'est mon troisième point. Hyper important. On prend les décisions ensemble par rapport aux contraintes commerciales et technologiques. C'est pas le business qui impose sa décision, c'est pas l'IT qui impose sa décision, c'est ensemble quelle décision on prend. Peut-être qu'on a mis sur papier développement d'un produit et puis l'IT va nous dire
« Oh, mais Jess, tu te rends pas compte, ça va prendre des mois de développer ça. Tu es vraiment sûr, tu veux vraiment ça? Et si tu changeais ça ou ça à ton produit, ça te pose vraiment un problème? » Et donc, c'est vraiment prendre cette décision en prenant toutes les contraintes à bord et pas regarder juste l'IT ou regarder le business, regarder ensemble la contrainte. Fast decision making, ça c'est super important aujourd'hui. Il faut aller vite et je vous conseille de regarder un podcast de la société Luco qui est en France. Et lui, il explique très clairement ça. Il dit, mettez le contexte. Mettez vraiment le contexte et puis laissez les personnes décider. Dites-leur, je veux aller, donc lui c'était ça, sur le marché européen. Quel pays va être mon prochain pays après la France? Vous donnez les briques de ce que vous cherchez et puis vous laissez les personnes et leurs compétences choisir pour vous et venir vous démontrer pourquoi ils ont fait ce choix. Il faut absolument aller beaucoup plus vite et c'est notre problème, je pense, des fois en Europe, sur la prise de décision et sur les grosses structures qu'on a aujourd'hui au sein de la Belgique. Et travailler sur des méthodes agiles, je pense qu'on l'a tous dit. Voilà, on travaille maintenant avec des sprints, des itérations. Ça dure 3 semaines. On a un backlog. On change le backlog quotidiennement. Et puis, on part dans un sprint. 3 semaines, on développe. Et puis, on refait un status sur le backlog et on recontinue. Et c'est vraiment comme ça, c'est test and learn non-stop, mais aussi dans le développement. Voilà, c'est mon dernier slide. Après, c'est les pièges. Alors, c'est quoi les pièges? Moi, qu'on m'a dit, il faut faire tu vas parler de la transformation digitale. J'ai dit, mais attendez, non, la technologie, c'est un outil. C'est un outil aujourd'hui pour accélérer, pour rendre la vie du consommateur plus facile, la vie du client, qu'elle soit interne ou externe d'une société. C'est vraiment important. Donc, la digitalisation, c'est pas une fin en soi, en fait. Pas du tout. C'est pas ça que vous devez vous dire. C'est quel est votre objectif société? Quelle est votre vision? Et à partir de là, décidez ce que vous devez faire comme transformation au sein de votre société. Alors, la digitalisation, c'est pas une affaire de développeurs. Là, pour moi, on va droit dans le mur. C'est une affaire de business aussi. Et donc, vous devez amener votre business dans cette transformation digitale. Le client, ça je pense que tout le monde l'a dit, au centre de vos décisions. Alors, le client final, externe, mais le client interne aussi. Si vous digitalisez un process et que ça va toucher votre service comptabilité, vous devez lui demander ce qu'il recherche. Et ne prenez pas les décisions pour lui. C'est une très mauvaise idée parce que ce sera pas du tout, il sera pas adhérent, il va pas adhérer et ça ne fonctionnera juste pas. Alors, la digitalisation, c'est pas une solution à tous les problèmes. Donc ça, il faut arrêter de penser ça aussi. Je montrerai juste un peu un petit slide après. Donc, c'est pas le but. Hein. Il faut savoir où il faut le mettre et comment il faut le mettre et quel process il faut mettre en place. Alors, la digitalisation, c'est un ensemble. Si vous commencez à digitaliser par tâche et pas sur le process de end-to-end, vous allez gagner sur une petite tâche, mais tout le reste ne sera pas digitalisé, donc vous allez reperdre sur la fin d'une tâche. Donc, il ne faut pas digitaliser par tâche, il faut garder le process dans sa globalité. Alors, ça doit être, je l'ai dit, modulaire et anticiper les évolutions futures. Ne développez jamais quelque chose par rapport à aujourd'hui. Demain, tout aura changé. Pensez demain, anticipez où votre business doit être dans 5 ans et pas dans l'année. L'humain est essentiel, complètement essentiel. Aujourd'hui, c'est les femmes et les hommes qui font la digitalisation d'une société. Donc, ce ne sont pas que des développeurs, je l'ai dit. Et pour développer, ce sont des humains qui développent. Et pour intégrer, ce sont des humains qui vont le faire. Et je pense que les slides de Jeroen au début, c'était très, très clair là-dessus. C'est apportons l'humain et formons-le, adhérons-le à cette digitalisation. C'est très, très important. Et il faut accepter l'erreur. Ça, je pense qu'on l'a tous dit. Il faut vraiment passer sur une culture où l'erreur a sa place aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on apprend. Alors ça, c'était un petit slide. Alors la digitalisation, c'est pas rapide et c'est pas facile. Donc voilà, ça c'est mon dernier mot. Et ça, c'est un petit peu un slide qu'on a fait, mais enfin que j'ai repris d'une société. J'avais beaucoup apprécié ce petit slide de résumé qui disait, en fait, vous regardez le tableau de gauche, en colonne, vous avez en fait combien de fois vous faites cette tâche par jour, par semaine. Et à gauche, combien de temps vous allez gagner à digitaliser. Et au milieu, si c'est une tâche, prenons, que vous faites tous les jours et qu'elle vous prend 4 minutes et que vous l'économisez, et que vous la faites toutes les semaines et que vous l'économisez 1 seconde, le développement doit vous prendre 4 minutes ou sinon, c'est pas rentable.
Voilà. Donc ça, c'est juste pour dire, alors c'est très high level, et donc il faut pas se dire, il faut tout digitaliser. Non, il faut digitaliser les endroits où aujourd'hui on perd du temps. Et alors celui de droite, ça c'est un autre, c'est que ne vous dites pas, oui, je vais travailler à la digitalisation, et puis après ça va tourner tout seul. Ah oui, alors je travaille, alors je fais du code, enfin maintenant on a no coding aussi, hein, maintenant on ne code plus non plus. Hein, et puis alors après, free time, quoi. Je gagne tout. Non, non, ça va pas être comme ça. Vous allez d'abord travailler à votre code, vous allez débugger tout ce qui ne marche pas, puis vous allez repenser parce que ce que vous avez fait ne convient pas, et vous allez recontinuer à développer. Et pendant ce temps-là, la tâche, vous devrez toujours la faire parce qu'elle ne sera pas encore entièrement digitalisée. Donc, il faut vraiment penser comme ça, et je pense que se dire je digitalise, parce que ça j'entends tout le temps, il faut digitaliser, réfléchissez à ce que vous voulez dégager et surtout le why, le pourquoi vous voulez le faire. Pour moi, c'est le plus important aujourd'hui. Donc voilà, j'ai fini et j'ai été très vite, j'ai parlé très vite. Merci beaucoup, Jessica. Merci. Alors, je vois qu'il y a une question de Berthe Coulen, donc merci, qui pose la question suivante. Comment former les personnes avec des skills pour la transformation digitale? Alors, c'est une question qui est très large. Je ne sais pas qui souhaite y répondre. Sachant que c'est peut-être Jeroen qui était le plus à même, je pense, à répondre. Mais si vous êtes inspiré… Oui, sur la formation même, il y a plein de choses à dire, mais avant de former, il faut faire en sorte d'adhérer. Jessica parle de reconnecter l'humain à ces technologies. Il y a cette notion de change management. Alors, il y a plein de mécaniques et de méthodologies en termes de change management. Il y a ADKAR, par exemple, et ADKAR, c'est un acronyme qui dit Awareness, Desire. Et là, c'est d'abord le premier point, c'est d'abord pourquoi on doit changer, et puis créer le désir de le faire. Et donc, si on a déjà cette envie, donner l'envie d'avoir envie, comme dirait notre ami Johnny, c'est déjà le premier, un bon point de départ. C'est d'abord conscientiser l'envie. Et après, oui, on a parlé de soft skills et voilà. D'un point de vue technologique, il y a de plus en plus de technologies alors moi je parle pour Salesforce, c'est une technologie un peu qui fournissent des outils en ligne. Donc si vous googlez Salesforce Trailhead, vous allez avoir des heures et des heures de self-learning avec une gamification. Donc les technologies ont compris aussi que on doit vraiment faire en sorte de simplifier la prise en main de leur technologie. Et donc, ceux qui veulent se former sur ces nouvelles technologies, c'est beaucoup plus simple qu'avant. Donc, n'hésitez pas à creuser ou à poser des questions, mais il y a déjà moyen d'aller très, très loin à travers certains outils mis en place par les technologies elles-mêmes. Et il y a aussi beaucoup dans tout le codage, etc. Moi, j'ai rencontré une fille qui sortait de ses études et qui avait décidé de se reformer dans tout ce qui était code. Voilà, un milieu qui n'était pas très féminin, mais qui le devient en fait. Et il y a pas mal de sociétés qui permettent, de groupements en fait, qui permettent de faire ça, même après journée, de discuter avec d'autres personnes. Donc, elle m'a expliqué ça. Donc, c'est vraiment un monde un peu à part. Mais je pense qu'il faut pas c'est vraiment ça, c'est adhérer et ne pas se dire qu'on n'en sera pas capable, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, on regarde un peu ça, on se dit, oh là là, ça doit être un truc super compliqué. Je pense qu'il faut passer vraiment ce frein, enfin le frein et se dire, oui, mais si je regardais, finalement, je vais peut-être réussir à le faire. Je pense que c'est pour tout la même chose. C'est que quand on évolue, on a toujours l'impression d'être dépassé. Et puis finalement, quand quelqu'un nous explique, on dit, ah oui, finalement, oui, ok, c'est faisable. Donc, je pense vraiment qu'il y a ça. Je pense qu'on l'a tous vécu ici avec le Covid. Hein. Je pense que faire du Teams toute la journée, je pense qu'il y a plein de gens qui se disaient « Oh non, ça n'a pas fonctionné et tout. » Finalement, on nous a poussé, on nous a obligés à le faire, on l'a tous fait. Alors, c'est peut-être plus compliqué, mais je pense que l'être humain est vraiment résilient et il peut vraiment s'adapter à ces changements. Il ne faut juste pas avoir peur, je pense. Merci beaucoup pour ces interventions. En tout cas, merci à vous tous pour vos présentations. C'était un plaisir de vous accueillir.
Et je pense qu'on a fait le tour des questions. On est un peu au-delà en plus du timing, donc je vais vous laisser vaquer à vos occupations. En tout cas, merci et je vous invite. Il y a eu un petit lien avec l'intervention de Jessica, donc à notre prochain webinaire qui est prévu le 20 avril et qui sera sur le thème du rôle des femmes dans l'IT. Donc, vous êtes tous les bienvenus. On vous invitera, en tout cas, les annonces seront publiées sur nos réseaux sociaux. Donc, on sera ravis de vous y retrouver. Merci encore à tout le monde et très belle journée. Merci beaucoup. Merci.